La rencontre Talon Yahi suscite encore des réactions au sein de la classe politique au cours de la semaine. Eh bien oui, quelques réactions d'indignation de la part de certains acteurs politiques. Nous allons donc en parler dans un instant sur ce plateau. Et bien sûr, la protection de la femme aussi est restée d'actualité au cours de la semaine. Le projet de loi portant répression des infractions à raison du genre, transmis donc aux députés à l'Assemblée nationale. Que dit ce projet? Nous allons donc également en parler, sans oublier donc les grands travaux en cours pour embellir Cotonou. Désormais également au niveau donc du stade du Hall des Arts plutôt, il y aura donc des travaux pour la reconstruction complètement du Hall des Arts. Les occupants sonnaient donc de quitter les lieux au plus tard le 31. Et bien sûr, que deviendront ces occupants et surtout ces artisans? Quelle alternative propose-t-on? Et bien sûr, leur propose-t-on pour qu'ils puissent quand même continuer tout de même à mener leurs activités? Nous allons donc en parler aussi. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous sur le forum de la rédaction. Aujourd'hui, je suis avec Anomori Agua et Hippolyte Nosouanou, directeur de publication du quotidien Nouvelle. Elite Anomori Agua, mon confrère du groupe de presse international ITV, représenté par Identivi Diaspora FM, sans oublier la chaîne YouTube. Anomori Agua, bonjour. Bonjour, Corneille Aïssé, bonjour téléspectateurs d'Identv aux auditeurs de Diaspora FM. Bonjour Hippolyte. Bonjour Corneille Aïssé, bonjour à nos amis téléspectateurs et téléspectatrices d'Identv, auditeurs, auditrices de Diaspora FM. C'est parti pour le débat. La protection de la femme au Bénin, la lutte contre les violences faites aux femmes, les atteintes donc à la gente féminine, c'est désormais un combat, en tout cas un combat pour le chef de l'État qui donc s'est engagé à travers donc plusieurs réformes. Anomori Agua, le chef de l'État, oui, qui affiche sa volonté ferme de lutter donc contre ces discriminations faites à la gente féminine. On a vu toutes les actions enclenchées, surtout en début de second mandat, pour mieux faire la promotion du droit des femmes, du leadership féminin. Anomori Agua entend donc de parler donc de cette nouvelle loi qui va désormais sanctionner les actes d'atteinte donc ou les infractions à raison donc du genre. Quel regard portez-vous sur toutes ces actions menées, que mène actuellement le régime en place pour répondre, et bien sûr, à la protection des femmes? Il était temps que le régime en place puisse prendre des dispositions pour donc protéger la femme dans notre société. Vous n'êtes pas sans savoir que cela dure plusieurs années ou plusieurs décennies, que par exemple la pratique des mutilations génitales, malgré les efforts des ONG, malgré les efforts des organismes internationaux, la pratique continue en cachette. Et je pense quand même que ces dernières années, il y a eu également la multiplication des infractions concernant par exemple les viols et autres violences faites aux femmes. Tout récemment, vous avez vu les images qui ont circulé où un homme était en train de torturer pratiquement sa femme. Et je pense quand même que nous sommes en train d'aller également vers la banalisation des comportements sexistes. Et je pense que c'est des éléments importants qui amènent aujourd'hui le gouvernement à prendre des mesures radicales pour protéger la femme dans la société. Et on ne peut que saluer la volonté et l'implication personnelle du chef de l'État ainsi que ses ministres, notamment le ministre des Affaires sociales, je pense au ministre de la Justice et tous ceux-là qui sont dans l'ombre, qui travaillent pour l'enracinement de ce projet de loi. Alors, Hippolyte, Oui, Corneille Aïssé, par rapport à ce regain d'activité pour la promotion de la femme au Bénin depuis quelques semaines. Bon, on a constaté que le jeudi 23 septembre, le chef de l'État a rencontré au Palais des Congrès les députés à l'Assemblée nationale.
Et l'objectif de cette rencontre, c'est de leur expliquer un certain projet de loi qu'il veut soumettre à leur approbation à l'Assemblée nationale. Et parmi ces panoplies de projets de loi qui avaient fait l'objet d'explications au cours de la rencontre, figurait bien sûr le projet de loi relative une importante mesure spéciale de répression des infractions à raison du genre. Donc, à voir le contenu de ce projet de loi, nous constatons allègrement que le chef de l'État et tout son gouvernement sont en train d'afficher une volonté manifeste de lutter farouchement contre les violences faites aux femmes, notamment en matière de viol. Et les tests sont vraiment corsés, très corsés, et la juridiction habilitée désormais peut-être à connaître de ces types d'infractions est connue. Il s'agit bien sûr de la CRIET, cette juridiction spéciale qui fait craindre tous les Béninois aujourd'hui et vient d'être sollicité à nouveau à travers ce projet de loi où désormais toute personne, c'est-à-dire si la loi arrivait à passer à l'Assemblée nationale, toute personne qui tombera encore sur le coup de la loi ou bien qui va commettre une infraction envers les femmes va subir avec la dernière rigueur c'est cette loi-là qui sera appliquée dite par la CRIET. Donc, de façon générale, nous pouvons dire quand même que c'est une innovation en matière de protection du genre dans notre pays. Et vous n'êtes pas sans savoir que ces derniers temps, les cas de violence, les cas de viol se multiplient dans notre pays. Et quand nous prenons le cas de la ville d'Octroi du Bénin à Boumé-Calavi, et même à l'université, le haut lieu du savoir, il y a une affaire qui est en cours maintenant pendante devant les juridictions, notamment le tribunal de premier instance d'Abomey-Calavi, où il y a un douanier de faculté, c'est-à-dire pas de la FAST, et son adjoint plus le chef de scolarité sont dans les girons de la justice parce qu'ils auraient couché avec une ancienne stagiaire qui, par la suite, après avoir joué à l'agrément quand même de ce qu'elle en a bénéficié, a fait maintenant une plainte et ces autorités universitaires sont en train de subir les conséquences de leur forfaiture. Donc au-delà de tout ça là, agression sexuelle. Bon, même si ça suscite deux débats que nous n'allons pas faire sur ce plateau, il faut dire quand même que le phénomène devient très récurrent dans notre pays et il va falloir quand même qu'on puisse prendre des dispositions législatives conséquentes pour bannir ce phénomène qui n'en a point quelqu'un. Alors, Arnaud Moriagua, quand on prend donc les innovations apportées donc à ce projet de loi, on parle surtout des infractions commises à raison du genre. Et puis, il y a le viol, le harcèlement, et puis les interruptions forcées de grossesse, mutilation génitale. Absolument. Et bien d'autres actes à déconseiller cités aujourd'hui. Alors. Oui, il faut quand même saluer ce projet de loi qui vient protéger la femme dont l'objectif voulu au niveau de l'arsenal juridique du pays est principalement le renforcement de la protection de la femme contre les atteintes dont elle est victime à raison de son genre. Et on peut dire, Corneille Aïssé, que pour le faire, il a fallu, bien sûr, modifier prendre certaines dispositions, des dispositions matérielles et également des dispositions organiques. Et donc, vous l'avez dit, l'innovation contenue dans cette loi dans le projet, selon le garde des Sceaux, consiste dans la création d'une nouvelle
catégories d'infractions dénommées infractions à raison du genre, et il est défini comme étant les infractions pour la commission bien sûr desquelles le cesse de la victime est la considération préalable. Et dans cette catégorie, vous avez cité quelques infractions. On voit donc les infractions comme le harcèlement sexuel, le viol, l'interruption forcée de grossesse ou les mutilations génitales. Le harcèlement, il faut le reconnaître, est vraiment ce point crucial, puisqu'on voit les pressions exercées sur les femmes. On voit dans certains milieux le regard que les hommes portent sur les femmes, regard insistant. Et sous d'autres cieux, c'est bien le harcèlement si votre regard est insistant sur une femme, au point où vous la fixez sans détourner votre regard, elle peut se sentir mal à l'aise et cela peut être considéré comme un harcèlement. Il va falloir que les Béninois s'habituent désormais et intègrent dans leur conscience qu'ils doivent donc savoir quel comportement avoir vis-à-vis des femmes. Ce n'est pas une manière de fuir les femmes ou de ne plus faire la cour à une femme ou de dire que non, il ne faut plus faire de momo aux femmes parce que ça ressemblera à un harcèlement. Je pense quand même qu'il faut prendre un peu plus au sérieux ce projet de loi qui protège les femmes au lieu d'en faire peut-être des propos plus ou moins ridicules pour distraire. Il faut intégrer rapidement que la femme est à protéger et que cela commence par les hommes. Les femmes ne doivent plus être vues comme un objet sexuel comme certains le font. Et la promotion canapé, comme vous aimez le dire également, doit être bannie des habitudes, parce que ce sont les femmes donc qui conduisent forcément les hommes à la promotion canapé. Et si une loi aussi forte vient les protéger après le vote, bien sûr, des députés à l'Assemblée nationale, je pense quand même qu'elles doivent aussi prendre de la hauteur et savoir qu'elles doivent mériter tout, comme certaines femmes le font déjà, au lieu de se laisser prendre comme un objet sexuel. Et puis quand on voit ces innovations apportées à la loi et surtout les propos forts du chef de l'État lors de cette rencontre-là, où l'INF était représenté par sa présidente, l'honorable Claudine Prudencio, les députés, puis l'association de femmes et autres, selon cette innovation, justement, il est même proscrit désormais des relations entre enseignants et apprenants. Oui, et les innovations apportées à ce projet de loi qui est déjà envoyé à l'Assemblée nationale, nous voyons qu'il est formellement interdit à un enseignant de faire des avances ou bien d'avoir une copine en griffe ou une fiancée dans un établissement dans lequel il est en train de servir. Donc, et que s'il advenait qu'un enseignant tombait amoureux d'une fille, mais il y a une condition que cet enseignant-là que cette fille doit pouvoir remplir. Elle doit être majeure, donc avoir 18 ans révolus. Donc qu'elle soit élève ou étudiante, elle doit avoir 18 ans révolus avant que l'enseignant ne puisse prétendre l'avoir comme copine ou fiancée. Donc je disais tantôt que s'il advenait qu'un enseignant tombe amoureux d'une fille qui est vraiment majeure, il doit signaler ça à sa hiérarchie et on va l'affecter de cet établissement-là. Donc, il ira encore dans d'autres établissements pour servir. Donc ce n'est pas interdit, seulement que les innovations apportées à donner à recadrer et à catégoriser les filles que les hommes pourraient éventuellement draguer pour les fois à venir. Les filles c'est-à-dire quand vous voulez sortir avec une fille peut-être qui n'a pas 18 ans et vous autres, vous êtes plus âgés qu'elle, vous êtes peut-être mature ou même majeur,
cette fille, l'homme doit avoir moins de 5 ans que la fille. Si l'homme a plus de 5 ans et qu'il tombait sur le coup de la loi lui a appliqué, c'est-à-dire on va lui appliquer la peine maximale. Mais lorsque l'homme a moins de 5 ans que la fille, qui n'est pas totalement majeure, c'est-à-dire qui est encore mineure, on peut lui appliquer une peine douce. Vous comprenez? Donc, il y a ces innovations qui ont été apportées. Le chose aujourd'hui, l'Institut national de la femme, qui vient d'être nouvellement renommé, dispose désormais des moyens nécessaires d'avoir des antennes régionales et des personnels habilités à mener des investigations. Ce projet de loi donne aussi cette prérogative à l'Institut national de la femme de se porter partie civile en matière, lorsqu'il y aura la commission d'une infraction sur le genre. Donc, les innovations sont vraiment nombreuses et c'est une bonne chose. Ça protège davantage la femme. Mais au-delà de tout, ça laisse un peu d'injustice que moi je vois. Tout à l'heure. Encore l'injustice selon vous? Oui. Que considère l'injustice? On voit à travers cette loi que c'est les hommes qui harcèlent les femmes. C'est les hommes qui sont des auteurs, co-auteurs, complices de ces infractions sexuelles, de ces infractions sur le genre. Mais on ignore qu'au-delà de tout, les femmes elles-mêmes constituent parfois les co-auteurs ou bien auteurs et complices de ces actes-là. Voyez-vous, des enseignants qui peut-être est de nature très sérieuse viennent au cours, mais avoir l'habillement indécent dans laquelle se trouve le vrai débat commence, on dirait. Une apprenante. Mais je le dis souvent, le corps étant fragile, l'enseignant, au-delà de tout, au-delà de la déontologie qu'il doit respecter, est un être humain. Donc il peut tomber facilement sur le coup du charme de cette apprenante qui se laisse entrevoir peut-être ses seins ou bien la belle forme de ses fesses. Vous comprenez? Regardez les filles aujourd'hui, il y a le phénomène des habillements que nous portons, dit les habillements taillés sur mesure, comme appelé djangoun, où les filles sont dans des tenues djangoun et quand elles s'assoient, elles laissent entrevoir ses cuisses bien cirées, bien belles là. Donc l'enseignant, non, a dit, moi j'aurais aimé que, comme la loi n'est pas encore votée, quand l'Assemblée nationale, au cours des débats, que les parlementaires puissent insérer des lois pour recadrer aussi les filles, à ne plus harceler indirectement les femmes en général. Parce qu'elles sont également généralement. Que ça ne soit pas seulement dans le cadre scolaire ou dans le cadre éducatif, qu'on puisse recadrer la loi à ce niveau, mais que c'est ça dans la société, même les grandes dames que nous voyons dans les bureaux, mais aller dans l'administration générale pour voir, dans l'administration publique comme privée. Mais les patrons qui sont là, il y a des patrons qui n'ont jamais voulu peut-être sortir avec leur secrétaire ou avec leur collaboratrice. Mais à voir l'habillement de ces dernières-là, vraiment qu'on ait laissé moi vous dire que quel que soit votre degré de sérieux, elle s'expose ou elle provoque elle provoque indirectement leur patron. D'aucune même cherche à se coucher avec tel DG pour avoir des promotions. Donc, moi j'aurais aimé que la loi elle est votée pour protéger les femmes en général. C'est une très belle chose. C'est une innovation. C'est la position des pieds et des mains. Mais au-delà de tout, il faut réparer cette injustice-là parce que nous sommes à l'ère de la modernité. On parle de l'émancipation de la femme. On parle de l'égalité du genre. C'est-à-dire l'égalité entre la femme et l'homme. Donc, au nom de cette légalité qu'on promeut si tant, il va falloir qu'on puisse recadrer aussi les femmes sur le terrain pour que désormais, qu'elles-mêmes ne soient pas un objet provocateur vis-à-vis de ces hommes-là qui tombent très facilement au plan sexuel. Alors, je voudrais prendre, non pas du tout, je voudrais prendre le contre-pied du DP Hippolyte pour dire quand même que quand le rythme change, la cadence change. Et si, malgré tous les éléments qu'il a évoqués, les éléments pertinents qu'il a évoqués, donc qui amènent
les femmes, les filles, à provoquer les hommes, étant donné qu'aujourd'hui, il y a une loi, un projet de loi qui vient et qui protège les femmes à cette hauteur-là. Il va falloir que les hommes puissent également se contenir. En tant qu'humains, en tant qu'âmes sensibles, ils vont devoir se contenir davantage et se contrôler davantage face à ces situations. On n'a pas refusé aux hommes de porter plainte. Si un homme se sent menacé et se sent harcelé par l'exposition d'une poitrine turgescente d'une jeune fille ou d'une femme, il est libre d'aller convoquer la jeune fille ou la jeune dame. Se sent dérangé par des cuisses bien serrées. S'il se sent dérangé par des cuisses bien serrées, comme le dit le DP, je pense quand même qu'il est loisible et il est libre d'aller porter plainte. Et c'est là où nous allons en venir. Et c'est là où l'affaire sera intéressante. Parce que là, si à moindre action, on va pouvoir aller porter plainte, c'est bien. Parce que qui va laisser donc qui va se laisser en tant qu'homme facilement aller se faire entraîner ou aller faire salir son image par ces questions de harcèlement ou violence sexuelle ou de choses. Je pense quand même que les hommes, c'est une façon aussi de donner une ouverture aux hommes, de désormais dire clairement s'ils sont harcelés ou pas et de saisir la justice dans la mesure du possible. Donc vous ne lisez pas une certaine exagération un peu aussi non. Puisque la polémique sur les réseaux sociaux aujourd'hui... Nous avions une certaine habitude, un certain laisser-aller en cette matière-là. Vous voyez comment le sexe est banalisé dans notre société, au point où certaines personnes exagèrent, où on peut donc se permettre de commettre des viols sur des petites filles de 3 ans. Et je pense quand même qu'il était temps qu'on tape du poing sur la table pour que les complices et autres puissent être pris en charge, puisque dans cette loi, comme innovation, il y a également lieu de mentionner l'introduction pour le viol de nouvelles circonstances aggravantes telles que l'existence d'un lien de parenté ou de subordination, la déficience physique ou mentale de la victime, une relation d'enseignant ou de formateur apprenant, comme vous l'avez dit, entre l'auteur et la victime. Il y a de ces personnes-là, excusez-moi, qui osent aller coucher avec des dérangés, des personnes qui sont dérangées mentalement et pour des raisons et surtout que ces personnes dérangées mentalement qui sont ici, abandonnées subissent généralement ce type de... pour donc aller commettre leur forfait avec ces personnes-là. Et si jamais ces personnes on arrive à les surprendre, il va falloir que ces personnes répondent devant la justice. Alors, je pense quand même que c'est... Hippolyte Agua, je voudrais recentrer un peu le débat. Au fait, ce que moi je disais tantôt, je ne me suis pas opposé à un seul article de ce projet de loi. Je m'inscris totalement dans la même directive que ceux qui ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que vous êtes opposé. Non, vous avez demandé à ce que les hommes également soient protégés. Maurice, écoutez-moi. Nous sommes sur un terrain. Quand on parle de la protection moi, je demande aux hommes de se défendre. Du genre, ou de harcèlement sexuel en général. Nous sommes sur un terrain où nul ne peut se prévaloir être plus résistant. Vous comprenez? Nul ne peut se prévaloir être plus résistant. Donc, ce qui voudra dire que la loi le projet de loi tel qu'il est conçu, c'est une très belle chose. Mais nous aurions aimé parce qu'une loi a un caractère général et impersonnel. À analyser de façon juridique la portée scientifique de cette loi, ça laisse entrevoir qu'on est en train de cibler la loi face à certaines catégories socio-professionnelles. Je prends le cas des enseignants. Mais dans la République, on ne va pas me dire aujourd'hui que les grands harceleurs de femmes, que ce sont les enseignants. Non. Mais que dire de ces cadres? Il y en a dans tous les domaines presque. Dans tous les domaines, de ces DG qui ont des véhicules blindés ou bétintés, qui mettent les petites filles dans les voitures
ou bien au soir, quand les jeunes filles sortent des cours, vous envoyez ils vont garer là-bas pour mettre les petites filles dedans. Ils vont, non, c'est pour vous dire que, moi, faisons des enquêtes pour dénoncer ces faits. Je vous dis que je suis parfaitement d'accord par rapport à la loi. Mais Inoka essaie d'insérer d'autres paramètres dedans pour protéger aussi les hommes. Vous avez proposé tout à l'heure que les hommes ont l'habilitation, peut-être, ont le pouvoir de se plaindre. Mais dans quelle société au monde vous avez vu peut-être des hommes sont allés se plaindre au tribunal qu'une femme les a harcelés? Mais quand un homme tenterait de le faire, arriver là-bas, il n'aura pas gain de cause. La femme, c'est l'être qu'on doit le plus craindre. La femme, elle est la mesure de toute chose. C'est l'être le plus pire sur cette terre. Au nom de la jalousie, mais si la femme va là-bas pour se défendre, c'est justement ça, les quelques craintes par rapport à des cas de manipulation. Nous avons vu ces derniers temps certains cadres de nos administrations, de nos offices, qui sont en train de mener Je voudrais dire qu'on devait nous demander pourquoi la femme est autant protégée. Elle n'est pas l'être pire, mais elle est l'être faible. C'est pourquoi elle est protégée. On a compris ces derniers temps que nous avons des femmes, des cadres de la République qui se sont levés pour dire qu'elles ont été harcelées, en train de faire des dénonciations. Nous sommes d'accord. Est-ce qu'au temps où on les agressait sexuellement là, où on les harcelait là, ce qu'elles trouvaient comme contrepartie, elles l'ont dit une fois, vous avez écouté? Il y a de contreparties quand vous êtes agressé sexuellement. Contrepartie, soit une contrepartie financière, soit une promotion. Le débat est vraiment profond. Les questions du genre, on ne va pas les prendre avec des pincettes comme ça. Mais il faut creuser l'abcès pour aller en profondeur. Pour que nos sociétés, pour lutter efficacement contre ce phénomène de violence faite aux femmes, nous sommes d'accord, il est bien. La première des choses qu'il faut continuer par faire, c'est de continuer à sensibiliser, à éduquer les gens, surtout les jeunes filles à la maison. L'éducation sexuelle ne doit plus constituer un tabou. Les parents doivent commencer par éduquer les enfants. Il faut décourager les hommes qui s'adonnent à ce genre de comportement. En fait, et c'est ce que la loi vise. Ce que la loi dit là, moi, je ne m'oppose pas. Moi, je suis forcément contre les cadres, les hommes qui violent les petites filles. Il faut aussi des tests de loi les tests existaient pour les hommes. Non, en fait, tout ce que Morila a dit, c'est quelques aspects qu'ils ont apportés. Les tests existent, ils ont juste modifié quelques dispositions. Les tests existaient, ils ont corsé un peu plus. Le phénomène allait encore de façon grandissante. Oui, de mal en pire. Vous me comprenez? Donc, c'est pour vous dire, pour me résumer, nous sommes d'accord, nous acquiescions de la pertinence de ce projet de loi, mais nous aurions aimé qu'on puisse insérer certains aspects pour amener les femmes à se ressaisir, espoir de protéger plus mais aussi les hommes, à ne pas tomber aisément sur le coup de la loi. Très bien, je crois que lorsque l'EDP parle de protection des hommes, est-ce qu'on n'a jamais eu une défense contre, par exemple, qui va défendre les hommes battus? On parle tout le temps de femmes battues, mais il y a des hommes qui sont battus dans le pays. Mais il n'y a pas... Vous me rejoignez maintenant? Non, je vous rejoins, mais c'est pour vous dire que les hommes sont considérés comme les êtres forts et doivent prendre eux-mêmes leur défense. Vu par la société comme ça. Vu par la société comme ça. Ils doivent prendre eux-mêmes leur défense. On estime que ce n'est pas forcément par des tests qu'il faudrait protéger les hommes, parce que souvent ce sont eux qui sont les hommes, les êtres forts. Encore que notre société n'admet pas cela quand un homme se fait battre par sa femme. Par sa femme. Et c'est tout ce qu'on a chanté tout le temps. Faudrait-il donc aussi prendre des dispositions pour protéger les hommes dans ce projet de loi, ou du moins on nous donne la latitude d'aller donc porter plainte si nous aussi on se sent menacés. Donc je pense que ça ne peut qu'être aussi simple que ça. Également, dans cette loi, il y a de nouvelles dispositions que prévoit cette loi, comme la criminalisation du mariage forcé ou précoce. Et vous savez, le mariage précoce, quelles conséquences énormes cela a sur ces femmes-là qu'on donne au mariage à l'âge
de 12 ans à l'âge de 13 ans, j'en veux pour preuve les fissures obstétricales et autres. Et je pense quand même que cette pratique continue dans les milieux reculés du Bénin, où déjà, même la fille, déjà dans le ventre de sa mère, on négocie déjà le mariage. Si on sait que, on dit que si c'est une fille, alors voilà, moi je la prends en mariage, on donne des coulades, et puis voilà, on surveille l'enfant comme du lait sur le feu, avant que les seins de 3 cm ne sortent sur sa poitrine, on se jette dessus. Et puis donc, voilà, vous savez mesurer les seins. On la prend en mariage. Et je pense quand même qu'il était temps que ce projet de loi également corse les sanctions contre donc quand les seins commencent à pousser, c'est pratiques. Non, c'est une façon de parler. Pour faire court. En fait, il a abordé un paramètre très important là. En fait, quand on parle des mariages précoces, ça se passe surtout dans les zones rurales, dans les zones très reculées. Et finissez pour qu'on parle des mutilations génitales. C'est le moment d'appeler ces associations qui militent en faveur des femmes, au-delà de ces séminaires, forums, méphora qu'ils organisent dans les villes là, qui descendent dans ces milieux ruraux profonds pour éduquer les leurs, pour les sensibiliser, pour leur montrer la gravité peut-être de ce qu'on entend par mariage précoce. Parce qu'au-delà de tout ce qu'on dit, il y a certains aspects qui ont trait à notre culture, auxquels on ne peut pas se dissocier, même s'il y a la modernité qui nous amène à voter aujourd'hui des lois. Mais quand on change de tam-tam, les pas de danse aussi doivent changer. Donc c'est le moment d'aller parler à la base, ce n'est pas seulement les femmes, parler avec nos compatriotes qui vivent dans les villages, dans les zones reculées, pour leur montrer la dangerosité qu'ils courent en continuant par pratiquer de tels actes. Donc c'est cet appel-là que vous lancez. En tout cas, je pense qu'on a dit l'essentiel déjà sur ces questions de protection de la femme au Bénin. Le débat va se poursuivre certainement. On suivra le dossier. On va passer maintenant à une autre actualité aussi, un autre sujet. Cette rencontre entre Boni Yayi et Patrice Talon qui continue de susciter donc des réactions. Au cours de la semaine, on a vu également donc d'autres réactions, et je voudrais qu'on parle beaucoup plus de l'indignation de certains acteurs politiques. Hippolyte, je commence avec vous par rapport à ce sujet. Alors qu'on pensait quand même que cette réconciliation ou cette rencontre allait être en tout cas perçue autrement par ces acteurs politiques, puisque tout le peuple béninois souhaitait cela. Et ça a été comme une délivrance pour les Béninois qui ont quand même vu Yayi Boni et Patrice Talon donc se retrouver avec l'accueil chaleureux réservé à l'ancien président Boni Yayi. La séance qui s'est déroulée dans une certaine convivialité. L'ambiance était décontractée au palais ce mercredi 22 septembre. Date historique, parce que quand on voit un peu les conflits, la tension entre ces deux hommes, déjà vers la fin du premier mandat de Boni Yayi, Patrice Talon, qui à un moment donné a été contraint donc de s'exiler. Ensuite, il est revenu au pays pour prendre le pouvoir des mains donc, de son pire ennemi en ce moment-là. En 2016, l'autre lui a offert une Bible. Et puis, les tensions ont continué, ravivées par d'autres intérêts ou d'autres situations qu'on serait dit. Mais la médiation tentée, bien sûr, le 18 avril par le président Ivoirien Alassane Ouattara, en présence de Faure Gnassingbé, n'a rien donné. Et puis ensuite, voilà, donc Alors, donc on a vu donc l'évolution de cette situation. Et puis après, ça a eu des conséquences énormes sur la classe politique, parce qu'il y a ce bloc qui allait avec Patrice Talon, et l'autre qui soutenait Boni Yayi. Et c'est dans ces circonstances que les réformes engagées par Patrice Talon, début de son premier mandat, ont commencé à être opérés. On a vu par exemple l'opposition qui a rejeté. Donc on ne le veuille ou pas, ces conflits entre les deux personnes, ces deux acteurs politiques, il y a des répercussions sur la classe politique en général. Et on a vu tout ce qui s'est passé. On a vu les événements des 1 et 2 mai à Kadiaoun, Yayi Boni confiné à domicile, et tout ce qui a suivi. Aujourd'hui, quand même, ces deux personnalités décident, avec les mains qui, en sous-marin, ont pu agir, décident donc de se retrouver et faire la paix. Mais cela appelle quand même
suscite l'indignation de certains acteurs politiques. Est-ce que nous avons tous ces acteurs, parmi ces acteurs que nous avons aujourd'hui, est-ce que ils sont tous amis de la République ou ennemis de la République? Bon, c'est une très belle question. On ne peut pas a priori commencer par porter une valeur de jugement sur les actes ou bien les propos de ces acteurs politiques qui se sont indignés publiquement contre la rencontre du président Patrice Talon et son prédécesseur, Dr Thomas Boni Yayi. Bon, dans le camp de la mouvance, comme de l'opposition, voire même de la résistance nationale, tous les langues se sont déliées. Si elle existe encore, cette résistance? Ça existe, incarné par le président Candide Azanaï. Donc, c'est pour vous dire quoi? Nous sommes d'accord qu'on dit les faits sont sacrés et les commentaires sont libres. Yayi Boni est allé rencontrer son successeur à la Marina. Ça a réjoui tout le peuple béninois le mercredi surpassé. C'était une très belle image que les chaînes de télévision nous ont offerte. Tout le monde a applaudi cette rencontre parce que ce n'était pas gagné à l'avance. On ne pourrait pas croire que Yayi Boni et Patrice Talon pourraient se retrouver dans un mois de septembre 2021, si tôt comme ça, pour prétendre se réconcilier, même si les deux ne reconnaissent pas qu'il y a une division ou une querelle entre eux. Maintenant, quand nous prenons peut-être... Ça, c'est encore un autre débat. C'est un autre débat. Il a été vraiment sincère à travers cette déclaration. Très que bien. Rien de si profond ne le disait. C'est une rencontre de sincérité, une rencontre de façade, une rencontre de peut-être ce qu'on peut se dire, une mise en scène politique, comme l'a qualifié Candide Azanaï. Wait and see, attendons de voir ce que les prochains jours vont nous donner comme réponse. Mais pour l'heure, quand nous prenons par exemple la sortie médiatique du vice-président des démocrates, je vais parler de Eugène Azatassou, mais qui lui s'est opposé à la démarche de son président d'honneur. Lui, il a estimé que, comment on appelle, Yayi Boni est parti, c'est-à-dire le fait qu'il est parti chez Patrice Talon à la Marina, il est en train de reconnaître la légitimité de Patrice Talon comme président de la République. Parce que pour le moment, les démocrates ne reconnaissent pas Patrice Talon comme président de la République. Bon, c'est une idéologie politique, c'est un courant politique, c'est une décision que les partis politiques ont pris. On les concède. Mais malheureusement, celui qui est le président d'honneur a fait fi de tout ça là. Et au nom peut-être de la paix. Est-ce qu'on a besoin de ce type de déclaration, de réflexion à l'heure actuelle? Non, laissez-moi aller au bout de l'extension. Laissez-moi aller au bout de l'extension. Pour vous dire, pour dire que Yayi Boni a fait fi de tout ça là, il est parti peut-être au nom de la paix rencontrer son successeur. Bon, c'est une bonne chose. Mais dans l'un ou dans l'autre cas, ce propos de Azatassou n'est plus la bienvenue. Parce que l'actualité évolue. Elle a véritablement évolué. Alors nous parlons, ceux qui condamnent, je vais les citer pêle-mêle. Il y a peut-être le président Candide Azanaï, président du Resto de l'Espoir, qui est le chef de la résistance nationale, qui a estimé, mais qui a appelé au peuple de se méfier de ces mises en scène politiques de mauvais augure. Si je me rappelle bien de ses propres expressions. Donc, vous voyez comment lui a qualifié le fait. C'est cette rencontre-là. Bon, moi, je vois, lui dit qu'il est résistant. Donc, il résiste à tout. À l'opposition modérée ou opposition radicale. Il résiste aussi à la mouvance. On lui concède ses propos. Et résister à une réconciliation, à une union aussi. Est-ce que ça milite pour les intérêts supérieurs de la nation quand on résiste aussi à une ça, sur ce terrain, on peut dire aucun pays ne peut jamais se développer dans la division. Donc, le fait que lui résiste à une telle réconciliation et qui ne préconise pas concrètement ce qu'on doit faire, ou même lui-même ne pose pas les pas concrets qu'on doit mener pour ramener la paix, c'est ce terrain que moi je le condamne, fermement. Quand on quitte Candide Azanaï, on va chez Nourenou Achade, lui par exemple, il a aimé la démarche, il a estimé que cette démarche
de Boni Yayi envers son successeur va amener là une décrispation totale de la crise politique que traverse notre pays. Ce propos, peut-être, on peut l'admettre. Maintenant, quand nous allons voir Mathieu Rodriguez, qui est un opposant, un opérateur économique de haut rang, tout premier déclaré, mais qui est à l'extérieur, mais qui est exilé, je ne sais pas. Lui, il a estimé que Patrice Talon, lui condamne Patrice Talon et Boni Yayi en disant que c'est un nouveau coup de couteau dans le dos du peuple. Parce que lui, il est en train de dire que les deux, depuis 2016, Patrice Talon et Boni Yayi se complotent contre le peuple béninois, se complotent contre le peuple béninois. Donc, lui n'a pas aimé le fait que il n'a pas aimé cette rencontre entre Boni Yayi et son successeur. Nous allons venir maintenant à la mouvance. À la mouvance, on a vu l'honorable Rachid Gbadamassi qui s'est réjoui quand même de cette sortie, de cette rencontre. Tout à fait. Il a aimé qui pense que le développement du Bénin décolle maintenant à partir de... Très bien, que le développement du pays dépendra de cette paix que ces deux leaders charismatiques sont en train de ramener dans le pays. Et quand on prend le député de l'Union progressiste, Orden Aladati, lui par exemple, il n'a pas trop aimé les doléances que Patrice Talon a soumises à son successeur. Que Boni Yayi, il n'a pas aimé les doléances que le docteur Thomas Boni Yayi a soumises à son successeur. Lui a estimé que quand on prend le paramètre, c'est-à-dire le point où Yayi Boni demandait à Patrice Talon de faire libérer Joël Aïvor et Reki Amadougou, qu'on peut tout faire, mais sauf ça là. Mais un propos comme ça d'un mouvancier qui est proche du pouvoir, ou lui-même c'est un acteur politique. Qui laisse le son au chef de l'État à qui les demandes écoutez-moi, quand je vois la posture de Orden Aladati, qui est un ancien leader charismatique et chevronné de la société civile, qui a toujours défendu, 6 ans passés, le peuple en prononçant la paix plusieurs fois comme ça, transformé en un acteur politique, tenu de pareils propos. Moi, je le dis sincèrement, l'honorable Orden Aladati, je l'aime beaucoup parce que c'est un intellectuel qui est au point, mais cette fois-ci, je n'ai pas trop aimé ce qu'il a dit, cette analyse qu'il a apportée par rapport à cette rencontre. Il doit savoir quelque chose. La politique, rien n'est figé. Aujourd'hui, les mouvanciers, il s'y plaît d'y être. On ne sait pas si en 2026, il va devenir opposant et subir les mêmes choses. Non, au Bénin, c'est pas exclu. Non, en fait, ce qu'on dit, c'est la vie. Si on vous dit un jour que Reki Amadougou sera en prison, vous allez dire que c'est un cauchemar. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. C'est pour dire que la roue tourne. C'est pour dire que la roue tourne. Elle tournera toujours. Et la politique a ses méandres que nous ne saurions jamais appréhender et comprendre. Donc, dans tous les cas, nous aurons aimé pour l'heure que ça soit acteur politique de la mouvance, de l'opposition, il ne qu'à ramener la barre à terre. Non, on n'a pas parlé du président de Nicéphore Sogo qui, d'après certaines parutions, parce que je n'ai pas suivi ça de sa propre bouche, d'après se voit indifférent par rapport à la rencontre, alors que Boni Yayi aurait annoncé publiquement qu'il a eu son aval avant d'aller rencontrer le président Patrice Talon. Alors, mais aujourd'hui, après cette rencontre-là, est-ce que finalement, c'est plutôt... est-ce que finalement, ce ne sont peut-être pas ces acteurs politiques qui divisent Yayi Boni et Patrice Talon? Ou que cette crise entre ces deux acteurs politiques profitait à ces... Vous venez de mettre le doigt dans la plaie. Vous venez d'évoquer la vraie question. Oui, je le dis ouvertement. Parce que ce sont incontournablement les deux leaders politiques de ces derniers moments. Parce que depuis Hippolyte, cette opposition de cette mésentente de Yayi et Talon profite à des gens. Profite à des gens qui sont dans l'ombre, qui certainement vont voir une partie pour soutirer des intérêts et après vont revoir la deuxième partie pour dire non, ça va passer, ça va se calmer. Et puis, ils profitent également et soutirent d'autres choses qui vont dans leurs intérêts. Donc aujourd'hui, cette réconciliation ne profite pas forcément à ceux-là. Ne profite pas à ceux-là qui comment dire,
se sentaient à l'aise et qui profitaient de cette opposition. Donc, ces réactions ne me surprennent pas. Ces réactions ne me surprennent pas. Nous sommes en politique et en politique, comme on le dit, tous les coups sont permis. Et je pense que ceux-là qui nourrissent cette mésentente-là et qui portent des coups à l'un ou à l'autre, c'est le moment de se ranger. Et comme l'a dit l'honorable Badamansi, laisser place au développement. Parce que ces conflits-là... C'est l'une des réactions que j'ai appréciées quand j'ai lu, par exemple, parce que je ne m'attendais peut-être pas à cela de la part de Badamansi, mais c'est l'une des réactions que j'ai appréciées de la part de ces acteurs politiques. Parce que on sent quand même que c'est franc. Cette fois-ci, c'est franc. Le peuple souhaitait cela. On a vu quand même de 2016 jusqu'à aujourd'hui ce qui s'est passé au Bénin. Et que des acteurs politiques se lèvent aujourd'hui pour dire on est un contre, il y a ci, il y a ça. Mais ils n'ont qu'à garder ça pour eux. Et laisser le processus entamé aller à son terme pour que ces deux fils du pays se retrouvent enfin ensemble et que le peuple sourisse enfin. Voilà. Oui, il y a Maurice Agua qui a abordé un paramètre tout à l'heure. Au fait, cette division-là, ça profite à certaines personnes. Les élections législatives sont pour 2023. Si jamais Yahi Boni se réconciliait avec Patrice Talon et qu'au nom de ce conciliabule, le jeu serait véritablement ouvert, mais les élections seront ouvertes en 2023, certains qui se prévalent et qui se gosillent députés à l'Assemblée nationale n'auront pas la chance d'y retourner. C'est ça. Nous sommes d'accord. Donc ils ont intérêt à susciter, en tant que proche de Patrice Talon, à lui dire de ne jamais accepter cette réconciliation-là. Vous me comprenez? Donc pour finir sur ce terrain, je dirais tout simplement que nous, c'est le moment au peuple de juger qui est l'ennemi, qui est son vrai ennemi, ou qui est son ami, ou mais qui pense véritablement au développement, au décollage du pays. À travers ces différentes sorties-là, chaque citoyen a la capacité d'analyser, de faire des analyses profondes là, pour pouvoir tirer des leçons autant opportunes. Très bien. L'autre chose que je voudrais dire pour finir, c'est est-ce que pour aller voir le président Patrice Talon, le président Boni Yahi avait besoin forcément de prendre l'avis de la classe politique, de l'opposition, d'une certaine résistance ou d'un parti politique. Le président Boni Yahi n'avait pas besoin de ça. Lui, il met devant l'intérêt national. Est-ce que même ces partis existaient au moment où la guerre est née entre Yahi Boni et ces partis étaient où? Allons-nous dire, quand la guerre naissait, ces partis-là ont fait quoi pour faire taire cette crise-là? Et je pense aujourd'hui, c'est des voix montent pour dire non, qu'il faut faire attention, il faut que le peuple fasse attention, et il ne faudrait pas que le peuple... Qu'est-ce qu'ils font dans leur position au peuple? Qu'est-ce qu'ils font dans leur position? Est-ce que ils vont rester dans leur position et nourrir tout le temps des conflits, nourrir des mésententes et tirer le peuple vers le bas? Le peuple veut aller de l'avant. Et ce qui importe pour le peuple, c'est la paix. Merci. Et donc, le peuple soutient formellement le président Boni Yahi a posé un acte de paix et cela arrange le peuple. On était étonné le fait que le président Patrice Talon a accepté recevoir son prédécesseur. On a vu la manière dont il l'a accueilli. Et le président Patrice Talon a démontré à tout le peuple béninois, à la communauté internationale, qu'il est véritablement un homme d'État. Il est un gentleman. Et qui continue de le faire pour monnayer en acte quelques doléances qu'on lui a soumis. Espérons et cela montrera effectivement que c'est un homme de paix. Espérons qu'il nous surprenne agréablement. On l'appellerait même un certain Nelson Mandela du Bénin. Espérons qu'il nous surprenne agréablement en tenant compte des doléances importantes soumises par le chef de l'État. Merci à l'équipe de réalisation. Et merci à Boni Yahi et à Patrice Talon aussi pour cette paix retrouvée. Au revoir, ciao, ciao.